auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Voilà, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information de ce jeudi 21 novembre 2024 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, ce mercredi 20 novembre 2024 à l'hôtel Bravia de Niamey est célébrée la journée mondiale de l'enfance, une activité organisée par le ministère de l'Éducation nationale du Niger en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Rayana Toudoula et Abdul Moumouni Hamani pour le compte-rendu. La date du 20 novembre étant consacrée à la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance, cette année, comme toutes les précédentes, le Niger, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a saisi l'occasion pour faire entendre la vive voix des enfants. En effet, cette journée dédiée à l'enfance a pour vocation de faire valoir les droits des enfants, mais également penser aux initiatives les mettant à l'abri des périls qui pourraient constituer un frein pour leur épanouissement, leur développement personnel et socio-économique. Car les enfants sont l'épine dorsale de toute société qui souhaite se voir prospérer. C'est dans ce cadre que la représentante de l'UNICEF au Niger, Mme Janabou Mahondi, a tenu son allocution dans laquelle elle a rappelé les droits des enfants et les défis auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, les progrès en ce qui concerne la réalisation des droits des enfants sont tangibles. Les jeunes enfants sont mieux protégés contre les maladies grâce à la vaccination, contre les infections respiratoires, la diarrhée, le paludisme et d'autres maladies qui affectaient autrefois leur survie. Aujourd'hui, aller à l'école est devenu pour beaucoup d'enfants une réalité, et cela depuis plus de 3 décennies. Dans le domaine législatif, des changements essentiels ont vu le jour pour soutenir les enfants. Des lois, des politiques sont en place pour lutter contre le mariage des filles, encourager la scolarisation de ces filles et promouvoir leur santé et sécurité dans divers domaines. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons pu assister au forum pour arrêter le décès prénatal et maternel avec des engagements forts au plus haut niveau de l'État, ici même au Niger, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cependant, nous savons que beaucoup d'enfants font encore face à des défis importants, tels que l'accès limité à l'éducation, la malnutrition et des conditions de vie difficiles. Et il est de notre devoir collectif de créer un environnement où chaque enfant, chaque fille, chaque garçon peut s'épanouir et réaliser son potentiel et contribuer ainsi au développement de la nation. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers parents, en ce jour, je voudrais louer les efforts et le dévouement du gouvernement du Niger et de ses agents au niveau central, régional et local, les communautés, la société civile, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs et actrices visibles ou anonymes qui œuvrent chaque jour pour améliorer les conditions de vie des enfants, nos enfants. Nous devons réaffirmer notre engagement à protéger les droits des enfants. Cela signifie garantir qu'il ait, elle, accès à une éducation de qualité, à des soins de santé adéquats et de qualité, à un environnement sûr pour garantir ainsi leur développement. Dans le même ordre d'idées, le conseiller technique s'est aussi prononcé pour montrer que les enfants sont les bâtisseurs d'une société vivante et émergente. Au fait, vous êtes pour l'humanité comparable à ce que la respiration est à l'organisme.
dans la dynamique de la perpétuation. Vous êtes également comme le nuage dans le cycle de l'eau qui a besoin du soleil. Nous essayerons au maximum que nous le pourrons de satisfaire à vos droits génériques cités, mais au-delà, de nous donner, de nous consumer sur le faux pour éclairer votre chemin et vous donner un avenir. Je finirai par dire ceci, en vous comparant au nuage. Sachez, chers petits-enfants, que nous serons ce soleil qui éclairera et qui chauffera ce nuage afin que, à la fin, vous ayez un avenir au moins meilleur que le nôtre. C'est après ces discours que 5 jeunes enfants présélectionnés ont eu l'honneur de s'exprimer, de relater leur parcours et leur vécu, certains avec des histoires émouvantes et atypiques, et malgré tout, ils ont pu braver les obstacles afin de continuer à rêver grand pour l'atteinte de leurs différents objectifs. Moi, j'ai lu que la religion encourage aussi à protéger les filles et à les soutenir jusqu'à ce qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Alors, pourquoi ne pas nous aider à devenir ce qu'on veut être? Moi, j'ai eu de la chance. J'ai grandi dans une famille avec 3 enfants et mes parents m'ont toujours soutenu dans mes études. J'aime les sciences, j'aime apprendre des choses nouvelles. Et depuis toute petite, j'ai travaillé très dur pour avoir de bonnes notes dans toutes les matières scientifiques. J'ai aussi voulu apprendre plusieurs langues. Et oui, je sais, pour certains, ça paraît osé pour une fille. Mais je me dis toujours, on peut tout faire si on le veut vraiment et si on s'y met sans attendre l'aide de personne. Ce que je veux dire, c'est qu'avec du soutien, tout est possible. Je suis ici pour parler de ce qui m'entoure. J'ai eu de la chance d'avoir les gens bienveillants autour de moi. Mes amis, les parents de mes amis, ma famille, ils m'encouragent tous les jours. Ils me soutiennent dans mes rêves. Oui, parce que j'ai des rêves moi aussi. Je rêve de devenir médecin pour soigner les autres, pour prendre soin de ma famille, de mes amis, de tout le monde. Aujourd'hui, je suis en 5e, comme tous les autres. Je vais à pied à l'école, même si c'est loin, parce que j'ai un rêve que je vais réaliser. Prouver à ceux qui pensaient que le handicap est une limite, ils se trompent. Je vais montrer que c'est possible. Je vais les mettre à l'abri du besoin. Mon rêve, c'est un Niger où aller à l'école ne sera pas une épreuve à cause du climat. Où nos maisons seront solides et nos terres fertiles. Un Niger où chaque enfant sera l'importance des arbres et où protéger son environnement sera naturel. Amfani in yi karatu, in yi amfani da kowace dama gurin koyo. Na fara karatu na boko a garin kafin da komo ya mai. Domin ci gaba da karatu inda na ci jarabawa ta zuwa college. An tura ni makarantar fasaha domin koyon makanikanci. Na tuna wani ne da na samu kaina inda na so in yi wani abu daban. Amma ba ni da hanyar yi. Mahaifina wanda yake aikin gadi ba zai iya biya kuɗin da zai je makaranta kowace safiya ba. Da haka na zauna a gida kowace rana. Lorsque j'ai passé les examens d'entrée au collège, nous avions eu les mêmes épreuves que les autres enfants. Pour nous, non-voyants, une tablette spéciale nous permet d'écrire en braille. Notre système d'écriture. Et devinez quoi? J'ai décroché la première place de l'autre. J'ai même entendu certains dire que c'est la première fois qu'un élève aveugle dépassait les enfants voyants. Pour moi, ce n'était pas une surprise. C'était la récompense de mon travail acharné et de ma détermination. Une photo des familles a marqué la fin de cette cérémonie afin de commémorer davantage la Journée mondiale de l'enfance. Suite de cette édition, ce 21 novembre 2024 marque la clôture des activités de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel qui a duré 72 heures. Un panel suivi d'une marche au niveau de la place Thomas Sankara a marqué la fin des travaux. Reportage. La lutte pour la libération héroïque a été menée et que des gains importants ont été obtenus après les indépendances de 1960
et ne s'est traduite par une véritable souveraineté, en particulier pour les colonies françaises. Les nations de l'espace économique africain sont restées attachées à des enclos coloniaux en Afrique où tous les aspects de la souveraineté, de la monnaie, de la défense, en passant par les ressources naturelles, étaient contrôlés par la France par l'intermédiaire des gouvernements fantoches contraints par une présence militaire permanente. L'exploitation continue a fait des États africains dits francophones parmi les plus pauvres du monde, le Niger en étant un exemple poignant. 4. Les récents coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger sont le résultat de l'incapacité des dirigeants à protéger leur pays contre l'agression impériale française et de l'encouragement des forces terroristes. Ces coups d'État reflètent également un mécontentement généralisé et un appel à des changements substantiels de ces pays. 3. Soutien aux dirigeants résolus de l'Alliance des États du Sahel, AES. 1. Nous saluons le gouvernement issu des récents coups d'État qui ont adopté des mesures patriotiques pour recouvrer les souverainetés politiques et économiques sur leur territoire et leurs ressources naturelles. Ces mesures comprennent la résiliation des accords néocoloniaux, l'exigence du retrait des forces françaises, américaines et autres forces étrangères et la mise en œuvre des plans ambitieux de développement souverain. 2. Nous sommes particulièrement encouragés par la création par ces pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette initiative revitalise l'héritage des dirigeants panafricains et représente une étape concrète vers une véritable indépendance et une unité panafricaine. 3. Ces gouvernements bénéficient actuellement d'un large soutien de la part de leurs citoyens qui s'impliquent et se mobilisent autour de ces actions révolutionnaires. Cette unité est essentielle pour réaliser les idéaux démocratiques et patriotiques et constitue un modèle de développement ambitieux pour les autres nations africaines. En conclusion, même s'il reste encore beaucoup à faire pour la libération complète des États du Sahel, nous sommes optimistes quant au fait que ces gouvernements, en continuant à écouter leur peuple, atteindront leurs objectifs de libération nationale totale et contribueront à l'objectif plus large d'une Afrique unifiée et libre. Nous nous tenons aux côtés des forces populaires et révolutionnaires du Sahel dans leur lutte pour la souveraineté pleine et entière. Nous quittons Niamey avec l'engagement de défendre les avancées des peuples du Sahel et de rallier à cet objectif les forces internationalistes du monde entier. Actualité hors de chez nous à présent, c'est connu, le général Abdoulaye Maïga est nommé nouveau premier ministre de la transition malienne après la révocation de Choguel Kokala Maïga. Reportage. Le général Abdoulaye Maïga est donc le nouveau Premier ministre de transition du Mali. Un décret présidentiel annonçant sa nomination a été lu vers midi sur l'ORTM, la radio-télévision d'État, quelques heures après l'annonce de la révocation de Choguel Maïga du poste de chef de gouvernement. David Bachet, la nomination de cet officier était attendue. Oui, le général Abdoulaye Maïga connaît déjà le poste. Il l'avait assuré l'intérim à la primature lorsque Choguel Maïga avait eu des problèmes de santé. Abdoulaye Maïga était jusqu'à hier soir ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Il ne fait pas partie des 5 militaires qui avaient mené le coup d'État en 2020, mais il a rapidement su gagner leur confiance et
s'imposer en pilier du régime de transition. Abdoulaye Maïga est d'ailleurs passé du grade de colonel à celui de général en même temps qu'Assimi Goïta et que les autres militaires putschistes au mois d'octobre. Sa nomination n'est donc pas une surprise. Il a désormais la charge de former un nouveau gouvernement de transition. Avec quelle personnalité, quelle mission et pour combien de temps? Alors que l'annonce d'élection semblait proche, certains acteurs politiques maliens craignent que cette nouvelle séquence ne repousse encore la fin de la transition. Alors quant à son prédécesseur, Choguel Maïga, il semble bien décidé à rester présent sur la scène politique. C'est ce que laisse penser le message qu'il a publié sur les réseaux sociaux cette nuit, quelques heures à peine après avoir été limogé. À ceux qui l'accusent d'avoir servi le régime pendant 3 ans et demi par opportunisme, Choguel Maïga répond qu'il a fait preuve de patience pour faire avancer les choses dans le bon sens. Il dénonce la mission de déstabilisation dont il aurait été victime de la part d'anciens alliés de son mouvement, le M5-RFP, de certaines institutions de la transition ou de membres du gouvernement. Choguel Maïga vise directement celui dont il pouvait se douter qu'il allait lui succéder, le général Abdoulaye Maïga, qui aurait clandestinement créé une centaine de nouveaux partis politiques à son insu. Des partis formés, selon l'ancien Premier ministre, de vrais ennemis de la transition, d'agents doubles et de mercenaires mis à contribution pour exiger sa démission. Choguel Maïga ne dit rien de ses projets politiques, mais beaucoup lui prêtent des ambitions présidentielles. Dans ce reportage de Africa News, vous suivrez un résumé de la première conférence de solidarité avec les peuples du Sahel, un moment historique organisé par Niamey, la capitale du Niger. Suivez plutôt. Un rassemblement dénommé Conférence de solidarité avec les peuples du Sahel à Niamey, capitale du Niger. Dans cet auditorium plein à craquer sous la houlette des militaires, des activistes et leaders d'opinion fustigent la démocratie à la gloire des 3 jeunes qui dirigent le Niger, le Mali et le Burkina Faso. 60 ans d'indépendance, pas de routes, pas de l'eau, le peuple ne peut pas se servir de l'eau. L'eau c'est le source de la vie. Comment nous pouvons vivre soi-disant sous la démocratie? Pas d'école. Les gens apprennent encore à même au sol, pas de table banc. Nous pensons que le temps a été évolué. Nous ne sommes plus au moment de parler de la démocratie. Le discours est politique et parfois ponctué de sujets plus soft, afin de rallier femmes et enfants à la vision des militaires au nom d'une lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Il faut que l'AS s'unisse, il faut que toute l'Afrique s'unisse. Alors les femmes doivent jouer un rôle. Les femmes sont plus que la moitié de la population. C'est pas normal qu'on aura une moitié ou plus qu'une moitié de la population qui va dormir pendant qu'il y a une révolution dehors. Alors il faut que tous les masses soient totalement 100% engagés. Et les mouvements officiels de soutien croient ferme en la mission divine. Dieu nous a donné 3 chefs d'État qui sont tous des visionnaires. 3 chefs d'État qui sont là, qui ne défendent que les intérêts de la femme et des enfants. Donc que les femmes se rassurent, qu'elles sachent que vraiment nous avons les 3 chefs d'État qu'il nous faut pour leur bien-être, pour leur émancipation. À la suite de putsch, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Avant-dernier élément de cette édition, après l'autorisation par Joe Biden, le président américain sortant à l'Ukraine d'utiliser ses missiles, la riposte ne s'est pas faite attendre avec des missiles intercontinentaux russes. Reportage de Euronews. L'Ukraine a tiré pour la première fois sur la Russie des missiles Storm Shadow, une arme à longue portée de fabrication britannique, mercredi. Une information qui n'a pas encore été commentée par Kiev ni par Londres. Mercredi, devant le Parlement britannique, le ministre de la Défense John Healey a déclaré ne pas vouloir dévoiler de détails opérationnels. La Russie a cependant confirmé jeudi avoir abattu plusieurs missiles britanniques Storm Shadow au-dessus de la Crimée et dans une autre zone non spécifiée. Ces tirs font suite à l'utilisation par l'Ukraine de missiles de fabrication américaine sur le territoire russe en début de semaine, après l'autorisation accordée dimanche par le président américain sortant Joe Biden. Ce revirement de Washington a suivi le déploiement de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes dans la région de Koursk. Enfin, Kiev a annoncé jeudi matin que la Russie a tiré pour la première fois un missile balistique intercontinental sur l'Ukraine. L'arme n'était cependant pas équipée de têtes nucléaires.
Après son élection à la tête des États-Unis d'Amérique, Donald Trump a déjà commencé une série de nominations de l'équipe qui va l'accompagner, suivant Elisabeth Gebdel, correspondante de TV5 Monde à New York. Alors, il n'attend pas son investiture officielle le 20 janvier prochain pour travailler. Il le montre activement. Il a d'ailleurs nommé déjà une quinzaine de membres de sa future administration, alors qu'à la même époque, il y a 8 ans, il n'en avait nommé qu'une petite poignée. Et dernière nomination qui fait beaucoup parler ici aux États-Unis, c'est celle de l'ancienne patronne de la fédération de catch, Linda McMahon, qui va devenir ministre de l'Éducation. Alors, c'est une fidèle des fidèles, une amie très proche de Donald Trump, surtout une très grande donatrice de ses campagnes. Elle était déjà ministre chargée des petites entreprises lors de sa première présidence. Sa nomination est très controversée. D'une part, Linda McMahon n'a pas de parcours dans l'enseignement, un parcours académique. Et puis, surtout, elle est très favorable à ce qu'on appelle le choix, l'école libre en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle est pour qu'on restreigne énormément le système des écoles publiques défendues dans les États dits démocrates, dirigés par des gouverneurs démocrates, et contrairement à l'école privée défendue dans les États conservateurs. Donc ça va être un ministère intéressant à suivre, d'autant que Donald Trump, durant sa campagne, avait dit qu'il voulait supprimer purement et simplement ce ministère. Donc on verra ce que Linda McMahon, si elle est confirmée au Sénat, fera de ce ministère. Voilà pour cette nomination supplémentaire, Elisabeth. Et puis Donald Trump qui, dans le même temps, fait aussi le ménage. Ah oui, ça c'est le Wall Street Journal qui a été le premier à parler de ce décret en préparation pour faire le ménage notamment au sein de l'armée, au sein du Pentagone. Le quotidien titrait même des purges des généraux, ce que Donald Trump parle de généraux woke, c'est-à-dire tous ceux qui se sont en quelque sorte opposés à ses décisions durant son premier mandat, qui ont refusé d'utiliser l'armée pour être utilisée dans les rues, ou encore quand ils se sont opposés à sa vision de l'OTAN quand il avait envisagé de retirer les États-Unis de l'Alliance Atlantique. Donc là, il envisage une instance qui pourrait renvoyer en fait ces généraux, 3 ou 4 étoiles, qui ne correspondent pas aux standards de Donald Trump. Évidemment, ce n'est pas vraiment une habitude aux États-Unis d'avoir une interférence du gouvernement, de l'exécutif au sein de l'armée. Donc ça provoque beaucoup d'inquiétudes, d'autant que Donald Trump n'a pas caché là encore durant sa campagne qu'il voulait utiliser l'armée pour les expulsions massives qu'il envisage, expulsions massives de migrants, et ça évidemment ça apporte beaucoup d'inquiétudes au sein du Pentagone. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 21 novembre 2024 sur le miroir de la femme, la télévision Tambra. Que Dieu bénisse le Niger et les pays de l'AES. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.